Code de la santé publique. Qu'est-ce que la codification ? La codification, c'est un outil au service de la bonne compréhension du droit. On a des textes partout. Quand j'ai commencé mon travail à la commission de codification, j'ai été rapporteur de la codification du droit de la consommation. À l'époque, il y a une loi de 1905 sur la répression des fraudes, une de 1907 sur les avaries, une de 1983, Madame Scrivener, sur les crédits à la consommation. Enfin bref, vous avez une vingtaine de lois partout. Bon. Et on dit que c'est quand même pas mal pour l'usager, pour le professionnel, d'avoir un seul document dans lequel on rassemble toutes les règles qui s'appliquent à la consommation. Ça simplifie la vie. J'allais dire, le professionnel, lui, préfère quand il y a plein de textes bien confus et bien séparés, parce que c'est quand même comme ça qu'on facture le plus. Je parle sous le contrôle de ma consoeur. Mais en revanche, l'usager, lui, il a quand même une certaine tendance à dire ça serait quand même bien qu'on me dise dans un seul document ce qui s'applique à moi et ce qui ne s'applique pas. Bon. Alors, il y a 3 façons de régler cette question dans la codification. Il y en a une qui est celle des éditeurs. Les éditeurs font des codes qui ne sont pas des vrais codes. Le code la maison Dalloz a fait, dans les parties qui m'intéressent le plus, a fait pendant longtemps, fait toujours d'ailleurs, un code administratif. Alors, c'était un code administratif, ça veut dire qu'il y avait rassemblé dans un seul document fait par un éditeur les différentes lois et règlements qui s'appliquaient à la matière administrative. Donc avec des choix qui pouvaient être discutables, mais enfin qui étaient ceux-là. Jusqu'à ce que le législateur lui-même fasse un code de la commande publique, la maison Dalloz faisait un code de la commande publique où il y avait le code des marchés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du code Dalloz, il y avait un code légal qui était le code des marchés, puis il y avait la loi Sapin sur les DSP, et puis il y avait les directives communautaires sur les concessions. Ça, c'est un premier truc, c'est super. Enfin, c'est pas la responsabilité de l'État, et c'est très utile. C'est comme un guide du routard. C'est-à-dire que dans le guide du routard, vous avez toutes les adresses des restaurants de l'endroit où vous allez. Là, vous avez tous les textes qui sont supposés s'appliquer sous le contrôle de l'éditeur. Comme le guide du routard, parfois, on a des mauvaises surprises dans un restaurant. Avec l'éditeur, vous pouvez avoir aussi des mauvaises surprises. Il manque une loi. La deuxième, c'était, je passe très rapidement parce que c'est une technique qui est morte depuis Brébant, depuis la fin des années 80, et Michel Rocard, Guy Carcassonne et Guy Brébant. Paix à l'âme des 3, d'ailleurs. Et j'ai connu les 3, ils en avaient une tous, et une fort belle. Ça consistait à faire ça par décret. Alors c'était un nid à contentieux. C'est-à-dire qu'on avait des lois et on disait à compter de dorénavant, ces lois, elles vont plus s'appeler article 75 de la loi de 2002, elles vont s'appeler article L 1122 du Code de la santé publique. Mais on le faisait par décret. Parce que ça allait plus vite et puis ça évitait de réunir le législateur. Mais c'était quand même des lois à la base. Donc moi, si on a le temps encore, pour vous amuser, j'étais commissaire de gouvernement au Conseil d'État sur une affaire où le pouvoir réglementaire avait codifié l'ordonnance de Marine de Colbert. Et un des sujets de Colbert, c'était de conserver les arbres de très haute futée parce que ça permettait de faire des bateaux de guerre. Et donc Colbert avait écrit dans l'ordonnance de Marine, avait fait écrire que les arbres de plus de 30 ans à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance ne pouvaient plus être touchés. Et le pouvoir réglementaire qui avait codifié avait oublié à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ce qui, en 1986, changeait beaucoup les choses. Parce qu'il y avait quand même environ 300 ans, je sais pas, Colbert, oui, avait quand même environ 300 ans d'écart. Et ça changeait beaucoup de choses pour le gars qui avait son arbre et le service rural, l'ingénieur des eaux, du génie rural et des forêts, lui disait « Vous n'avez pas le droit de couper cet arbre ». L'autre disait « Mais si, j'ai le droit ». Il disait « Mais non, parce que c'est écrit dans l'ordonnance ». Dans l'ordonnance de Marine, il était évidemment hors de champ. Donc tout ça n'était pas très sérieux et ça donnait des nids à contentieux. Donc on est passé dans 1989 à une logique qui avait 2 particularités. La première, c'était de faire de la codification par la loi, mais, et ça a été un des sujets de discussion que nous avons eu à déjeuner, codification par la loi, c'est monstrueux comme travail. Vous prenez tout le droit de la consommation, ça représente un document qui fait 500 pages, et vous le mettez en forme avec des numéros de code, c'est-à-dire que l'article 18 de la loi de 1905 devient l'article L122-33 du futur code de la consommation. Vous mettez tout ça en forme, et vous allez voir le Parlement et vous lui dites « Votez donc cela ». Donc la réaction immédiate du Parlement, c'est de dire « Oui, mais qu'est-ce que vous me faites faire là ? Il faut qu'on en rediscute ». Je dis « On ne va pas rediscuter un siècle de droit de la consommation.
C'est un peu la connerie que Giscard d'Estaing avait faite quand il a voulu faire la Constitution européenne en 2004 ou 2005, ce qui était une codification en réalité. Mais il a appelé ça Constitution comme si c'était un texte nouveau. Alors du coup, les gars se sont sentis libres d'en discuter. Et à la fin, ça s'est terminé par 3 référendums nationaux où les gens ont rejeté. Donc l'accord politique qui existe entre la commission de codification, le gouvernement d'une part, et l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est qu'on fait de la codification à droit constant. Et qu'on s'engage là-dessus et qu'on documente cela. Les commissions du Parlement peuvent le regarder et on ne touche pas. Si on a envie de toucher à la loi, on y touchera après. Et ça, c'est quand même une question très importante par rapport à la préoccupation que vous avez, vous, CSP, pas CSP, c'est qu'il faut distinguer 2 temps. Il y a un temps qui est la codification, c'est-à-dire je mets dans un document unique et de valeur législative l'ensemble des règles qui s'appliquent aux ostéopathes. S'il y a d'autres sujets, on les traitera après, ou de façon suffisamment identifiée pour que ça ne passe pas dans un mécanisme de pure codification. Il y a un théorème de politique économique. En économie, vous savez, les gars appellent ça des théorèmes. Des fois, c'est des choses assez banales, qui dit un seul instrument pour un objectif de politique économique, pas 2. Donc, j'utilise la politique monétaire pour régler des problèmes de politique monétaire. Si j'utilise le code de la santé publique, c'est pour codifier les règles existantes sur le et rajouter celles qui concernent l'ordre. La question de savoir si ça va permettre de changer la codification les actes que les ostéopathes peuvent exercer. La question de savoir si ça peut avoir des conséquences sur la prise en charge par la sécurité sociale ou pas. Toutes ces questions-là, il faut délibérément accepter qu'elles sont hors du champ de la discussion. Sinon, vous rentrez dans un sujet infini de discussion avec le Parlement, parce que du coup, là, on sort d'un exercice simple, qui est de dire je vais codifier. Reste que on peut parfaitement faire un ordre des ostéopathes en dehors du code de la santé publique. Ça ne sera pas la tendance naturelle du gouvernement, ça ne sera pas la tendance naturelle du Parlement qui aime bien, puisqu'ils ont fait un code qui est quand même très volumineux et qui traite de choses qui sont très hétérogènes, puisque le code de la santé publique, il traite de la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme aussi bien que de la réglementation de la profession d'infirmier. Alors on va dire qu'il y a un rapport, mais enfin... le seul rapport, tout ça, c'est la santé des gars, c'est pas autre chose. Donc, qui est déjà très hétérogène, mais c'est une tendance naturelle et totalement cohérente avec les politiques, les doctrines, les politiques administratives modernes, qui est de dire, je vais essayer d'avoir un document unique. Mais une fois de plus, on peut parfaitement le faire. Hors du Code de la santé publique, il faudrait à peine 4 minutes et demie pour réécrire le projet de loi tel qu'il est là, pour enlever... article L machin, L machin, L machin, et mettre à la place article 1, article 2. Et puis après, on dira le code des ostéopathes, c'est le titre 1 de la loi du temps, parce que c'est comme ça que ça s'imposera naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des codes qui n'existaient pas en tant que code et qui étaient qualifiés de code par le fait qu'ils étaient un bloc homogène dans une disposition législative. Il y a aussi des codes qui appliquent des lois. Il y a des lois qui appliquent des codes, et il y a à l'intérieur des codes des choses qui s'appliquent à certaines parties et pas à d'autres. Je ne sais pas si je suis clair. Je peux très bien, dans le code de la santé publique, avoir un article qui dit lorsque les médecins créent un fichier mécanographique de leurs patients, ils sont soumis aux dispositions de la loi numéro machin de 1979 ou 78, je ne sais jamais, relatif à l'informatique et aux libertés. Et ce n'est pas un cas d'école que je dis, puisque ça doit exister, je suis sûr que ça existe. Donc je renvoie à une loi. Je suis dans un code, je renvoie à une loi. Un code n'est qu'un ensemble de lois, organisées, systématisées. Je peux aussi avoir une loi qui dit, et je pourrais très bien l'avoir dans la loi de 2002, article 75, créer un alinéa demain qui dit les dispositions de l'article L machin du Code de la santé publique sont applicables aux ostéopathes. Rien ne l'interdit. Et puis, à l'intérieur du Code de la santé publique, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais le pick-up, c'est-à-dire en fonction de ce que je veux. C'est-à-dire je peux très bien dire les dispositions de l'article L machin qui vous plaît pas ou qui vous plaît, j'en sais rien, sont applicables aux professions régies par le titre machin, le livre 6, etc., dont les ostéopathes. Comme je peux dire aussi les dispositions de l'article L machin ne s'appliquent pas aux ostéopathes. Je peux, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on veut. Mais ce n'est pas l'outil code, qui est un instrumentum, qui détermine le droit.
Le code, on y met ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un troisième argument, un troisième élément sur le code qui est... bon, quand on n'est pas fonctionnaire, on n'y est pas sensible. Quand on est fonctionnaire et quand on est... Alors là, pour le coup, quand on est praticien du droit, on y est très sensible. C'est que les techniques... Alors, si on enlève le code civil et le code général des impôts, qui sont des codes de l'ancien monde, écrits, et puis avec des gens qui ne veulent pas trop les changer, les codes modernes, c'est ce qui a été fait pour le code de la santé publique lorsqu'il est passé de l'ancienne version à la nouvelle. C'est ce qui a été fait pour le code des collectivités territoriales, sont des codes qui ont une grande souplesse de transformation. Donc à l'heure du déjeuner, on évoquait un litige intéressant. Est-ce que oui ou non, on met les ostéopathes avec les autres professionnels de santé, les auxiliaires de santé? On voit bien que ça n'a pas une énorme importance juridique parce qu'ils auront leur dispositif à eux, mais que ça a une importance politique parce qu'on qualifie, ce faisant, une profession qui peut avoir envie d'être qualifiée ainsi ou ne pas avoir envie. Du coup, créons donc un titre, un livre spécifique. Et là, comme j'ai l'esprit de système, j'avais proposé que ce fût un titre, un livre 4. Un livre 4, ce qui permettait d'obliger à décaler Mayotte, qui devenait un livre 5 alors qu'il est actuellement un livre 4. Donc évidemment, on voit bien le problème majeur que ça pose pour nos amis du ministère en charge d'eux et pour nos amis magistrats et avocats de Mayotte qui ont l'habitude d'appliquer le L1400 machin et qui devraient appliquer le L1500. Et donc, qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Créons un livre 6 ostéopathe. C'est beaucoup moins joli. Personnellement, je serais un peu chagriné par cela, parce que la logique, c'est quand même de découler les différentes professions, puis de passer aux règles applicables aux territoires et départements d'outre-mer. Mais qu'à cela ne tienne, créons un livre 6 ostéopathe. Mais là encore, c'est l'explication de... Enfin, comment dire, pas l'explication, la démonstration d'une chose simple. Commençons par savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être assimilé aux autres auxiliaires de santé ou pas? Si oui, bon, il n'y a pas de problème à être dans le livre 4, 3. Sinon, mettons-nous ailleurs. C'est le législateur qui décidera sur la base de notre proposition.